Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Wine. Je suis Virginie Mortes et je vous emmène découvrir les visages et paysages du vin dans notre belle région d'Occitanie. Ensemble, nous sillonnerons les vignes, nous découvrirons les secrets du travail du vin autant que les histoires des femmes et des hommes qui le font. Et pour finir en beauté, nous dégusterons le résultat de cette alchimie. Aux aurores, rendre visite à la vigne. La regarder se réveiller, croître et mûrir. Veiller sur chaque rang, chaque pied, chaque grappe. La couver des yeux, chercher à anticiper le moindre aléa. Puis faire un détour par les brebis, prendre soin des bêtes et rentrer à la cave, surveiller, préparer. Penser aux vignes. Puis s'installer au bureau pour les tâches administratives. Surveiller la météo, scruter la couleur du ciel, les sourcils froncés. Croiser les doigts pour que la pluie tombe ou que la pluie cesse, que le vent se lève ou que le vent se pose. Puis aller livrer son vin, sourire aux lèvres. En rentrant, passer par les vignes. La vigne est un appel qu'on peut lire dans les yeux et dans les lignes des mains des vignerons. Mais au fait, comment devient-on vigneronne ? L'histoire d'un destin semé d'épreuves et semé d'amour avec Audrey, une jeune vigneronne de 30 ans du domaine Rouanemont célèbre, un tout petit domaine à Cesseras, un jour d'été. The gale will blow to the prairies wild, my woman and child, to the prairies wild, back to back and side to side. Nous voilà sur le plateau du Minervois, avec un horizon qui s'offre à nous, un peu à perte de vue. On voit une roche blanche qui effleure et qui accroche notre regard. C'est un paysage à couper le souffle, hein. Et c'est ici qu'on retrouve Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour Virginie. Tu as décidé de nous accueillir ici, merci. Avec au plaisir. Cœur de ton domaine, au cœur de tes vignes, des vignes qui ont une histoire particulière pour toi. Oui. Elles ont une histoire particulière parce que c'est des vignes qui ont été achetées par mon père aux enchères lors de ma naissance, en 1987, qui ont été offertes à ma mère. Elle était au courant, mais sans plus non plus qu'il allait acheter cette propriété. Donc c'était un vignoble qui était complètement en ruine. Et lui, il avait une entreprise de travaux agricoles d'abord de son côté. Et donc il l'a acheté pour la restructurer, la remettre en état de fonctionnement. C'était un rêve pour lui ? Certainement. Parce qu'il a quand même, si je comprends bien, mener une double activité, oui. S'il avait son entreprise et qu'il a acheté cette vigne-là et qu'il s'en est occupé. Je pense qu'en fait, déjà dans la famille, ils étaient vignerons depuis plusieurs générations. Et quand mes grands-parents ont partagé, la propriété a été morcelée. Et mon père a eu quelques lopins de terre sur la Cônette Minerve. Et ma mère, c'était pareil de son côté, et sur Siran. Et du coup, il avait envie d'avoir quelque chose une unité en fait à eux et d'avoir une ferme, on va dire. Ouais. Donc il a acheté ces vignes-là, avec aussi dans l'optique de construire une maison, une cave, etc. Voilà. Chose qu'il a faite. Chose qu'il a faite. Ça a pris du temps, mais il a faite. Ça a pris combien de temps ? Ça a pris 15 ans. Si ces vignes, elles ont grandi avec toi, et toi avec elles, finalement, tu as passé toute ton enfance ici ? Ah oui. Moi, je me souviens quand on a planté ces vignes-là, on les avait plantées comme ça s'est toujours fait. Bon, maintenant, on plante à la machine, mais avant, on plantait à la main. Et je me souviens qu'il y avait mes grands-parents, mes oncles, mes tantes qui venaient nous aider, qui nous ont prêté main forte pour pouvoir planter tout ça. Avec mon frère, on a grandi dans les vignes et on y était les mercredis, les week-ends, les vacances scolaires, tout le temps. Enfin, nous, on a eu des moments où chaque fois que mon père a planté, c'était encore de la vigne. Il y en a ras-le-bol de tes vignes.
Et puis après, il avait décidé de le vendre, le domaine, parce qu'ils ont énormément travaillé et ils pensaient qu'on ne voudrait jamais reprendre le domaine. Et du coup, il s'était dit, à 45 ans, on vend. Et il a trouvé un acheteur. C'était quelqu'un qui travaillait dans les corbières. Et il a fait visiter la propriété, les vignes, tout ça. Ils se sont entendus sur le prix. Et la maison était en construction encore. Donc on n'habitait pas là. Et il est arrivé à la maison en disant, ça y est, j'ai trouvé un acheteur, on vend. Il s'attendait à ce que Ce soit un peu la délivrance pour tout le monde. Ben non. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, du coup, moi, j'y réfléchis toute la nuit. Et le matin, quand je me suis levée, j'ai dit, écoute, papa, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on vende le domaine avec toute l'énergie que tu y as mis, qu'on y a mis, que maman y a mis. Enfin, c'est pas possible. J'ai décidé de devenir œnologue et de faire du vin en bouteille parce que c'est un terroir qui est exceptionnel et que c'est pas possible financièrement de vendre du vin en vrac avec des raisins pareils, quoi. Enfin, moi, j'ai toujours ressenti les odeurs du vin en fermentation, du marc quand on le met dans le pressoir, et c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée. Et il y avait un œnologue qui venait conseiller mes parents, donc d'un labo. Et moi, je trouvais fascinant qu'il puisse, juste en dégustant le vin, dire il te faut travailler un peu plus ou un peu moins, ou là, on va le presser. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a poussée à me dire, en fait, il faut savoir pourquoi. Pourquoi, en dégustant le vin, on va prendre telle et telle décision. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'être œnologue, pour avoir vraiment la capacité de dégustation. Et puis après, au niveau des connaissances chimiques du vin, savoir lire les analyses et pas juste se fier au labo et aux préconisations qu'ils nous donnent. Et du coup, j'étais en seconde d'économique et sociale. Mais moi, je voulais faire cuisinière. Chef étoilé. Chef étoilé. Je savais pas du tout comment on obtenait les étoiles. Hein. J'ai toujours aimé la cuisine, faire la cuisine, et je voyais toujours ma mère faire à manger, et mes grands-mères aussi faire des plats traditionnels. Enfin, on a toujours fait le cochon à la maison. La cuisine, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, quoi. Il y a un plat traditionnel dont tu te rappelles plus particulièrement? Le friginat. Ah ben oui, le friginac du Languedoc. Ouais, oui. C'est le plat qu'on fait le lendemain qu'on a tué le cochon, parce que ça se fait avec la gorge du cochon, quoi. Voilà. Et... Désolée pour les précisions qui peuvent heurter un public peut-être de végétariens. Voilà, on est ici vraiment au cœur du terroir avec des souvenirs liés à des cuisines familiales. Donc chef étoilé, finalement. Finalement, j'ai bifurqué. Quand j'ai pris cette décision, dans la semaine qui a suivi, j'ai été voir une conseillère d'orientation en me disant, voilà, je veux faire ça, et où je dois aller, qu'est-ce que je dois faire. Et j'ai un prof qui me dit, pourquoi tu tenterais pas l'école d'ingénieur agronome? Et donc j'ai passé mon concours à Paris. Il y avait 90 places pour toute la France. Et j'étais très nulle en anglais. Du coup, j'ai pris 0,5 en anglais. Ce qui m'a relayée à la 89e place. Et du coup, je voulais rentrer en école à Montpellier. Et puis finalement, j'ai pas eu Montpellier, donc je suis partie à Bordeaux. C'était une parenthèse finalement nécessaire pour toi, c'était un tremplin. Oui. Et puis c'était aussi découvrir autre chose. Et la particularité de Bordeaux, c'est qu'ils nous autorisaient à voyager, à partir à l'étranger. Et donc la première année, j'ai été à Châteauneuf-du-Pape. Et la deuxième année, je suis partie en Californie. Et la troisième année, je suis partie en Toscane. Et donc du coup, ça m'a ouvert l'esprit et confrontée à un autre monde, on va dire. Même si j'étais dans des domaines viticoles, c'était autre chose. Déjà, j'ai appris à parler anglais. J'ai eu ma revanche. Et du coup, après la Toscane, je suis rentrée un peu par la force des choses sur le domaine. Qu'est-ce qui a fait que tu es rentrée En fait, donc c'était la fin de la crise viticole, on va dire, ou encore
encore la crise viticole. Et l'entreprise de mon père a été placée en liquidation judiciaire. Et mon frère il m'a appelé quelques mois après en me disant « Écoute, si tu veux reprendre un jour les vignes, c'est maintenant, sinon le domaine risque de suivre les mêmes traces que l'entreprise de papa. » Et donc je suis rentrée pendant une semaine, j'ai pris un peu la température, et puis je suis rentrée en Italie, j'ai posé ma démission et je suis revenue le 3 août 2012 sur le domaine. Finalement, c'est une destinée qui te lie à cette vigne, puisqu'elle a été offerte à ta naissance. Vous avez grandi ensemble. Tu l'as un peu boudée, on va dire, le temps de ta jeunesse, jusqu'à ce qu'au moment où tu aurais pu en être délivré, tu as un déclic énorme qui te rattache à elle. Puis après, tu pars, tu fais ce tremplin qui t'ouvre au monde, qui t'ouvre à toi-même. Et puis là, un appel, à nouveau, cette vigne qui est plus fort que tout. Et tu y réponds, et tu arrives. C'est magnifique comme histoire. Donc là, c'est une vigne qu'avait plantée ton père. C'est cette vigne dont tu nous parlais, où ça a été presque un jour de fête, de rassemblement familial avec tes oncles, tes tantes qui venaient aider. Oui. Le cépage de cette vigne, on est sur... Ça, c'est du grenache blanc. En fait, c'est la parcelle de blanc que l'on a. Donc là, c'est du grenache blanc. Après, on a du roll. Et après, on a du vionnier en dessous. C'est la parcelle que j'affectionne tout particulièrement. J'adore faire des vins blancs. C'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer, on va dire. Pourquoi ? Je sais pas. Après, j'adore travailler les rouges, mais les blancs, c'est quelque chose de particulier. Peut-être que c'est aussi parce que en cave, on perçoit beaucoup plus d'odeur sur les vins blancs, et quand on déguste, personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus facile à déguster et à s'imaginer ce que le vin que ça va donner. Alors que les rouges, surtout les rouges que l'on fait ici, c'est des vins qui ont besoin d'une maturité de 2-3 ans pour vraiment pouvoir les apprécier. Et ce terroir, c'est le terroir de la Livinière, oui. En Minervois. C'est un terroir à part en Minervois qui a très belle réputation. Oui. Pourquoi est-ce qu'il est si particulier et qu'est-ce qui donne à tes vins, ce terroir ? C'est un cru, parce qu'il vient d'obtenir la dénomination de cru. C'est une sélection particulière des meilleurs terroirs de la zone. Et donc du coup, là, on est en altitude, mais le cru s'étend aussi un peu sur les coteaux. La chance que j'ai d'avoir ces vignes-là, c'est qu'on est en altitude, qu'on est exposé, là on est exposé à l'est, nord-est, et qu'on ait les gorges de la Cesse qui sont vraiment à proximité. Et du coup, on a vraiment beaucoup plus de fraîcheur que des vignes qui pourraient être exposées au sud. Et ça me permet vraiment de pouvoir faire des vins frais et élégants. Et c'est vraiment ce que je recherche. L'équilibre, la fraîcheur et l'élégance. Aussi bien sur les rouges que les blancs. Et les blancs, malgré qu'on soit sur un sol qui soit très caillouteux, qu'on pourrait penser très aride et très sec, très dur pour la vigne, ça nous fait quand même des vins qui ont une belle tension et une belle fraîcheur finalement. Bumblebee, bumblebee, won't you please come back to me? Bumblebee, bumblebee, won't you please come on back to me? He got the best old stinger. Le travail de vigneron maintenant fait qu'il y a énormément de travail à côté du travail de la vigne. Et donc j'essaie d'y venir, mais c'est pas mon métier du coup maintenant vraiment. C'est le travail de mon frère, donc qui est revenu depuis le 1er janvier sur le domaine et qui fait ça très bien. Donc je lui fais pleinement confiance. Mais après je viens regarder comment s'est passée la floraison, je viens contrôler les maladies, voir comment les vignes réagissent quoi, par rapport au climat, par rapport au temps, comment elles évoluent, etc. Tu viens d'enlever des Les feuilles. entrecœurs. Ça, c'est les entrecœurs.
ça pousse à l'intérieur de la souche. C'est des bourgeons de l'année qui redémarrent. Et en fait, ça prend beaucoup d'énergie et ça empêche le produit de traitement de pénétrer, ou même le vent, de pénétrer à l'intérieur de la souche et de l'aérer correctement. Et du coup, c'est vraiment quelque chose que... ça énerve mon frère, mais dès que je suis dans la vigne, je ne peux pas m'empêcher d'enlever les entrecœurs qui sont au niveau de la région des grappes. La conduite du vignoble se fait en agriculture biologique. Oui. C'est quelque chose qu'on a toujours pratiqué. Donc mon père a toujours travaillé comme ça, il a toujours fait des traitements avec du soufre et du cuivre, mais il n'a jamais fait les démarches administratives pour pouvoir être certifié. Et du coup, quand j'ai officiellement intégré le domaine, donc qu'on a monté une société avec ma mère, j'ai fait les démarches pour passer en bio. Donc en 2015, et on est certifié depuis 2018. Voilà. Mais ça n'a pas été une grosse révolution sur le domaine parce que c'était déjà fait comme ça. Et il y a juste une chose qui a changé, c'est qu'on a pu obtenir un emprunt pour pouvoir acheter les intercepts, donc une machine qui va enlever l'herbe sous les pieds de vigne. Et donc ça, c'est vrai que ça a été un investissement obligatoire, on va dire, pour éviter la concurrence et une perte de rendement. La concurrence végétale. Végétale, oui. Par rapport à l'eau, si on laisse l'herbe sous les pieds de vigne, dès qu'il pleut un petit peu, ici, il faut qu'on profite de la moindre goutte qui tombe, quoi. S'il y a trop d'herbe, c'est l'herbe qui en bénéficie avant la vigne. Ça fait immédiatement chuter les rendements. Ce serait plus facile de ne pas être en bio? Pour moi, la question ne se pose pas. Au niveau des auxiliaires de culture, donc les haies pour entretenir cette biodiversité au service de la vigne, est-ce qu'il y a autre chose que tu mets en place, toi, ici? Les haies, en fait, c'est pas des haies qu'on a implantées, c'est de la garrigue naturelle qui était déjà implantée, qu'on a laissée autour des vignes pour vraiment faire ce qu'on appelle un corridor écologique. Et ça permet à la faune de pouvoir se déplacer d'un milieu à un autre en restant à couvert, on va dire. Et c'est aussi un repère pour les chauves-souris pour pouvoir se déplacer, parce qu'elles se déplacent par radar, on va dire. Elles cherchent en fait des corridors comme ça pour se déplacer dans l'espace. Elles mangent énormément d'insectes et elles mangent tout ce qui est vers de grappe, donc Cochylus et Eudémis. Et c'est vraiment une alliée de taille. Voilà. Donc si on n'a pas les chauves-souris, je pense que on va être vraiment impacté. Peut-être pas au même titre que les abeilles, mais presque. Je pense que si les chauves-souris disparaissent, ça risque d'être très problématique. Et les abeilles? Parlons-en. Parlons-en des abeilles. Je crois qu'il y a un sujet particulier ici avec les abeilles. Oui, on fait en sorte d'impacter le moins possible les insectes pollinisateurs. En fait, il y a des produits, même en bio, qui sont nocifs pour les insectes et notamment les abeilles. Et donc, nous, on applique un cahier des charges qui est particulier, en plus du cahier des charges bio, qui répond au label Bee Friendly. Et on fait des choses notamment comme le traitement de nuit et pas de jour. Donc comme ça, majoritairement les fleurs elles sont fermées et il n'y a plus d'insectes sur les rangs de vignes. Pour lutter contre le ver de grappe, on applique du Bacillus thuringiensis. Donc c'est à base de bactéries. Et après on laisse enherber autour des vignes, quand c'est possible dans les vignes également. Lorsqu'on arrache des vignes et qu'on a des champs, bien souvent on implante des cultures qui sont aussi pollinisatrices. Et c'est vraiment une nourriture pour les abeilles qui est très intéressante. Et après on récolte la graine. S'il n'y avait plus d'abeilles, il n'y aurait plus de vignes. Je pense qu'il y aurait plus de vie en général, plutôt que plus de vignes. Il n'y a pas un lien vraiment direct entre la vigne et les abeilles, mais c'est par rapport à l'écosystème en général, quoi. Il faut vraiment qu'il y ait un équilibre. Et cet équilibre passe par les abeilles et la protection de tout l'environnement, quoi, des insectes, de tout. Je pense que si on traite avec des molécules chimiques, on va dire,
on dégrade les petits maillons de chêne au fur et à mesure. Et ça va avoir des conséquences sur les chauves-souris, ça va avoir des conséquences sur tout. On a vraiment un concentré d'odeur. C'est exceptionnel, cet écrin de garrigue autour de ces vignes. Est-ce qu'on retrouve ces notes de garrigue dans tes vins? Oui. Si tu veux, les odeurs, elles se fixent sur la peau, la pellicule du raisin. Sur la pruine, c'est une pellicule grasse sur les raisins. Je sais pas si on le voit là, quand tu fais comme ça, tu vois? Parfois un petit grain de raisin. Oui. Donc ça fait tout jeune, tout bébé. Oui, ça c'est avant la véraison. On dirait un petit pois. Et en fait, tu vois la pellicule blanche un peu opaque, ça c'est la pruine. Et quand on passe le doigt dessus, tu vois, ça devient lisse et vert intense. Elle s'efface. Voilà. Et cette pruine, c'est de la matière grasse, on va dire, et ça capte les odeurs environnantes. Et du coup, quand on fait du vin rouge, on fait macérer les raisins avec le jus. Et du coup, ça extrait la couleur, mais aussi les arômes qui sont dessus. Alors que pour un vin blanc, on presse immédiatement et on a moins ce contact et cette dilution des arômes, quoi. Tu me demandais tout à l'heure si c'était facile à travailler. Quand tu vois le sol et les pierres que c'est... En fait, il y a des gens qui se demandent, mais elle est où la terre? Il n'y a que des cailloux, elle est où la terre? Et en fait, c'est vraiment une protection. Ça fait une couche de cailloux en surface et on a quand même de la terre, de la belle terre en dessous, quoi. Mais ça reste pas évident à travailler de manière mécanisée, mais aussi quand on en mange à la main, quand on taille, etc. C'est assez... Tu vas pas tomber. Ici, on est devant une toute jeune vigne. C'est une vigne que tu as plantée récemment. Oui. Donc ça, c'est une vigne qu'on a plantée avec mon frère cette année. S'il n'était pas revenu sur le domaine, c'est vraiment quelque chose qu'on n'aurait pas fait. Et donc, avec son heureuse venue... c'est quelque chose qu'on a pu mettre en place. On a choisi le cépage Roll parce que, comme j'ai dit précédemment, moi c'est vraiment un cépage qui me tient à cœur. C'est des raisins qui sont vraiment magnifiques, qui sont gros presque comme des raisins de table, hyper aromatiques et qui donnent des vins aussi très très bons. Et moi faire du blanc, ça me plaît. Est-ce que vous plantez des arbres? C'est des choses... Oui, donc là, dans cette haie justement, on a fait... Chaque 10 mètres à peu près, on a implanté des arbres. En fait, quand on a réalisé ces travaux, c'était un travail initié par la mairie. Donc les terres étaient communales, elles ont été vendues à des agriculteurs, à des vignerons, pour remettre de la vigne. Et donc les gros travaux de défrichage ont commencé. Et mon père s'est vraiment battu pour conserver ces haies. Et il avait écrit une liste d'arbres vraiment autochtones à implanter pour pouvoir avoir des grands arbres. Parce qu'on est sur un terroir de garrigue et donc vraiment, à part les pins, les arbres sont assez petits. Il avait fait une liste et d'après son décès accidentel, on a fait une journée de plantation d'arbres avec les arbres qu'il avait prévus sur cette liste, quoi, voilà. En fait, j'ai demandé à ce que les gens, au lieu d'amener des fleurs coupées ou des plaques, n'amènent rien et à l'automne qu'on fasse une journée de plantation. Donc chaque personne est venue ou chaque famille est venue avec un arbre à planter, quoi. C'est symbolique, mais c'est aussi dans la continuité du travail qui avait été initié. C'est que des variétés vraiment méditerranéennes qui s'implanteraient facilement sans gros entretien. Et qui résiste normalement à la sécheresse.
Une chauve-souris aimait un parapluie, un grand parapluie noir découpé dans la nuit, par goût du désespoir, car tout glissait sur lui. Une chauve-souris aimait un parapluie, aimait un parapluie. Elle marchait au radar, le sommeil l'avait fui. Elle voulait se mettre à boire, se jeter au fond d'un puits. Une chauve-souris aimait un parapluie, un grand parapluie noir découpé dans la nuit, découpé dans la nuit. On est au-dessus de la grotte de la coquille, de l'Aldea. On est à 5 minutes en ami 8 du domaine, on va dire. On a quitté le cadre magnifique de tes vignes pour en retrouver un autre. On est en train, là, de descendre dans les gorges. C'est-à-dire que les vignes étaient sur ce plateau et là, on emprunte une espèce de petit couloir dans cette fameuse roche calcaire alvéoline. Les gorges, c'est un endroit où on est venu régulièrement avec mon frère parce que les vignes, donc du coup, elles sont à proximité. Quand on n'avait pas de travail à faire à la vigne, on partait se promener ici le long des gorges. C'est un endroit que je trouve hyper apaisant et c'est vraiment un lieu naturel où il y a très peu de pollution visuelle. C'est nécessaire d'avoir des soupapes et des endroits comme ça quand on fait le métier que tu fais. C'est vital, je dirais. C'est un métier c'est un métier passion et c'est un métier qui est tellement prenant qu'il faut avoir et prendre du temps pour pouvoir relâcher cette pression. Peut-être que j'y viens pas assez ici. Quand tu parles de pression, c'est par rapport aux aléas climatiques, c'est par rapport au marché, aux tensions que l'on peut avoir par rapport à la vente de vin. C'est arriver à pouvoir vivre financièrement de son travail. C'est un métier où il faut avoir, je pense, de la résilience pour pouvoir tenir. Et c'est vrai que venir dans des endroits comme ça, c'est ressourçant. Donc finalement, toi aussi, t'es une vigne. On peut dire ça comme ça, puisque tu puises les encouragements et tu puises ta force au cœur de ce paysage, en fait, si je comprends bien. Oui, c'est viscéral. C'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti depuis le début. C'est pas parce que c'est mon père qui l'a acheté que je veux m'entêter à vouloir continuer le projet. C'est vraiment quelque chose qui me tient personnellement à cœur. Je pense que si mon père, par exemple, n'avait pas acheté ce domaine et que j'aurais eu l'opportunité de l'acheter, je pense que j'en serais tombée amoureuse autant que ce que j'en suis aujourd'hui, quoi. C'est encore plus fort par rapport au lien familial, mais c'est pas que ça qui fait que je me sens bien ici. C'est vraiment l'endroit naturel, quoi, le paysage protégé. C'est ton écosystème, finalement, puisque tu as poussé ici. Toi aussi, tu es endémique. Oui. De quoi tu es fière aujourd'hui ? D'avoir toujours le domaine, de pouvoir enfin travailler en famille et d'arriver à allier ma vie de famille et ma vie sur le domaine. Est-ce que tu crois que tu as hérité d'un caractère qui te permet de mener aussi tout ça ? Ah, forcément. Oui ? Oui, je pense. Caractère un peu têtu. Donc il faut être têtu. Il faut s'entêter, donc, envers et contre tout. Bah, peut-être pas envers et contre tout, mais effectivement, à des moments, si on n'est pas entêté, on a toutes les raisons pour abandonner. Donc effectivement, je pense que d'être têtu et passionné, ça fait ce que je suis aujourd'hui, quoi.
porte du temple. Je referme parce que je veux garder la fraîcheur à l'intérieur. Donc là, nous sommes dans le chier. Oui. J'imagine que c'est un endroit particulier aussi. Oui. Tous les endroits sont particuliers Ben, finalement ici. Ouais. Tu peux nous le décrire? Donc là, c'est donc la cave. C'est là où tout commence et tout finit. Parce que c'est là où, une fois que les vins sont faits, ils partent de là pour être mis directement en bouteille. Donc en fait, cette cave-là, c'est donc mon père qui l'a construite. C'était pas forcément un local qui était voué à faire une cave. Ça, c'était plus l'endroit où l'atelier mécanique, en fait. Quand ils ont décidé de vendre la cave qu'ils avaient à Aiguevive, donc c'est à 15 km d'ici, il a acheté ces 2 grosses cuves en béton et il a commencé à vinifier ici. Donc il n'y avait pas de toit. C'était à ciel ouvert. Et donc petit à petit, on a transformé un peu la cave en véritable cave. Moi, j'aime particulièrement travailler les rouges en cuve béton parce qu'il y a une inertie thermique qui est très lente en fait. C'est moins neutre que l'inox. L'inox, le vin, il va réduire à l'intérieur. Mais je trouve qu'il y a un effet sur les vins rouges qui n'est pas l'effet que je recherche. Et donc du coup, on a acheté ces cuves-là, beaujolaises on va dire, parce qu'ici, traditionnellement, les cuves en béton, elles sont avec des trappes, un trou d'homme de 60 cm de diamètre à peu près. Et quand on va vinifier et travailler le vin, on travaille de par-dessus. À l'inverse de ces cuves-là, les cuves beaujolaises, elles ont une très très grande ouverture qui doit faire, 1,50 m à peu près sur 1,20 m. Et ça nous permet de pouvoir travailler le vin de manière beaucoup plus facile que par le trou d'homme. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait pour pouvoir presser avec les pieds et pouvoir faire l'extraction tout doucement, quoi. Et les vins blancs, c'est dans les cuves inox. On les a achetés l'année dernière, celles-ci, pour pouvoir stocker correctement, parce que jusqu'à présent, on les stockait dans des cuves en acier émaillé comme ça. Et ça me plaît de moins en moins. Il y a un travail de peinture à faire régulièrement, parce que c'est des cuves d'occasion qui ont été un peu rouillées. La peinture, ça me plaît pas, parce que c'est de la résine époxy. Donc c'est garanti sans phtalate, mais c'est pas terrible. Tes vins, comment tu les penses? Tu les rêves, tes vins, avant? Je les rêve, non. Je les ressens plutôt. Je vinifie parcelle par parcelle, c'est-à-dire que chacune va rentrer dans une cuve différente. Je déguste tous les jours d'abord les raisins avant de les vendanger, et après je déguste tous les jours les vins qui sont en cours de fermentation, et je décide au fur et à mesure où on va le travailler un peu plus, où on va le travailler un peu moins, on va diminuer les temps de remontage, c'est-à-dire le lessivage des baies, pour arriver au vin que je souhaite, mais c'est un peu intuitif, quoi. C'est au goût. Est-ce que tu as des vins qui t'inspirent plus particulièrement? De par ma formation et de mon expérience, j'ai beaucoup apprécié les vins de Toscane, le Sangiovese. C'est un raisin, un cépage, on va dire, qui peut faire des vins très élégants en fonction de comment on le travaille. Et donc ça m'a inspirée dès que je suis rentrée. Et après... oui, les vins de Côtes-du-Rhône m'ont aussi inspiré. Et après, les vins pionniers du Minervois, bien évidemment. Jusqu'à présent, j'ai essayé de faire au mieux avec les moyens que j'ai. J'aimerais faire des syrahs dans des amphores, des choses comme ça, mais pour l'instant, c'est quelque chose que je ne m'autorise pas financièrement. Et puis je me dis que j'ai déjà suffisamment à faire... avec les cuves que j'ai. Enfin, moi, je pense vraiment qu'avec ces cuves-là, je peux faire des choses très belles. Ça sera plus tard. Mais pour l'instant, j'essaie d'assurer les choses. Je pense que quand on goûte à mes vins, je
trouve qu'ils ont une élégance particulière. Ils ont une finesse plus qu'une élégance particulière. Est-ce que c'est plus féminin? Je sais pas si c'est vraiment le terme, parce que je pense que si un homme travaillait pareil que moi, ça serait certainement le même type de vin. C'est pas le fait que je sois une femme qui fait que ça fait des vins différents, mais c'est la finesse. Est-ce que on peut aussi dire, c'est toi qui vas me le confirmer, que cette finesse-là, elle est peut-être issue de ce terroir qui reste quand même assez atypique, Ah oui. où sont installées tes vignes sur ce plateau? Oui, absolument. C'est vraiment la colonne vertébrale du vin, quoi. C'est le terroir. Donc cette empreinte qui est particulière sur tes vins, Oui. finalement, elle est le résultat d'une multitude de petites choses qui sont ce que tu as appris toi dans ton parcours, les influences que tu as pu recevoir, la technique que tu as pu apprendre, ce terroir dans lequel vraiment tu t'installes, et puis ton approche, la manière dont tu envisages ton métier, avec évidemment cette histoire derrière qui est le reflet d'une famille qui s'entête vraiment et qui nous donne des vins par contre très fins. He said I taste fine. He can't keep his hands up off my waistline. I said it takes time. So he keeps sipping on me like I'm white wine. Benji. Oh, il est joli le blanc là, la véloline là. Donc ça, c'est là où on a été. Les vignes... Il est superbe. Parce qu'il est frais, il est délicat, il a c'est alvéoline que j'ai dans le palais, c'est génial. C'est magnifique. Mais tu vois, alors du coup, tu sais, tout à l'heure, quand on marchait le long des vignes, que tu nous as expliqué pourquoi dans les vins rouges, on pouvait beaucoup plus ressentir les arômes issus des végétaux qui entourent les vignes avec ces notes de garrigue, etc. C'est normal, parce que la pruine est en contact aussi, tu vois, quand c'est dans le pressoir, que l'odeur de la garrigue est vraiment sur les raisins. Quand il y a une proximité avec la garrigue, comme ça, on le sent. On le sent. Ce qui veut dire que cette présence déjà marquée sur les vins blancs, de ces arômes de garrigue, si tu te mets à faire un vin orange, puisque tu vas laisser le vin au contact de la pellicule plus longtemps, c'est possible que ce soit plus marqué encore. Oui. J'essaierai. Là, c'est plutôt fleur blanche et un peu poire. Il y a un petit côté acidulé aussi. Et moi je trouve que c'est un vin plaisir, quoi, vraiment facile à boire et pas pour tous les jours, mais presque. Merci Audrey pour cet accueil. Nous voilà arrivés à la fin de cette immersion, au cœur du domaine Roanne-et-Mont célèbre. J'espère que ce voyage vous a plu.